Et ce soir, le village de Tessékré, privé d'eau depuis plus d'un an, en cause une panne de forage qui assurait l'alimentation en eau de ce village. Des habitants qui se disent privés du liquide précieux et de toute infrastructure sociale de base exigent, en plus de la réparation de ce forage, la construction d'un collège d'enseignement moyen et une ambulance pour leur poste de santé. Le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar maintient le mot d'ordre pas de cours sur toute l'étendue du territoire national tant que l'université restera fermée. Les étudiants exigent aussi la libération de leurs camarades en détention. Ils ont fait face à la presse. Et puis le directeur général du COUD justifie cette fermeture par les défaillances sur le système sécuritaire au niveau du campus social. Maguetsen rassure, toutes les mesures nécessaires seront prises pour assurer la sécurité des étudiants et des travailleurs du COUD. Pour les travaux au niveau du campus, ils sont exécutés à 70%. Et puis ce mercredi, la rubrique découverte nous mène à Ngaoulé, c'est dans le nord du pays, le village de la Fille des Eaux, un génie des eaux plein d'assar, village chargé d'histoire. Je vous le disais tout de suite, à Linguère, les habitants du village de Tessékré étaient dans la rue pour exiger la réparation du forage qui assurait l'alimentation en eau de ce village. Il est en panne depuis près d'un an et les populations parcourent des kilomètres pour trouver le liquide précieux. Et en plus de cela, Tessékré réclame également la construction d'un collège d'enseignement moyen et une ambulance pour son poste de santé. Reportage à Tessékré, Nala Diop. Les populations de Tessékré souffrent le calvaire depuis 12 mois à cause de la panne de leur forage. Le forage est tombé en panne depuis le 28 décembre 2022. Depuis lors, la population est dans le désarroi total. Elles font plus de 15 à 20 km avec des charrettes pour chercher de l'eau. Les élèves sont là. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école parce que les parents d'élèves ont empêché à leurs fils d'aller à l'école. La panne du forage paralyse toutes les activités, notamment le commerce. Cependant, parmi les 19 communes qui existent dans le département de Linguère, seul Tessékré n'a pas bénéficié de collège d'enseignement moyen, soutient Abdoulba. Concernant l'ambulance, on n'a pas. Collège, on n'a pas. Un bon dispensaire, on n'a pas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Rien. Qui n'a pas l'eau? Est-ce qu'il peut avoir les routes? Il n'y en a pas. Le poste de santé ne dispose pas d'ambulance. Les malades sont évacués à bord des véhicules à tombeau ouvert, roulant sur une piste latéritique longue de 90 km pour rallier Dara. Face à ces difficultés, les populations de Tessékré lancent un appel pressant au président de la République et menacent de boycotter l'élection présidentielle de 2024 et la collecte des parrainages. Réouverture du campus pédagogique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le collectif des amicales de l'UCAD maintient son mot d'ordre, pas de cours sur toute l'étendue du territoire tant que l'université restera fermée. Les étudiants exigent aussi la libération de leurs camarades en détention. Ils ont fait face à la presse. Les détails dans ce compte-rendu d'Ami Diouf et Chertidiane Diouf. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar risque de revivre des scènes de violence. Les étudiants très remontés manifestent leur colère suite à la fermeture prolongée du campus universitaire. Pas de cours à l'université, donc pas de cours sur toute l'étendue du territoire, disent-ils. Nous vous disons simplement que ceci laisse sous-entendre que les autorités, ils ont aujourd'hui la ferme volonté de prolonger la fermeture de l'université Cheikh Anta Diop jusqu'après les élections présidentielles de 2024. Chose qui est inadmissible et que le collectif des amicales donc déplore avec la plus grande énergie. Et nous maintenons le mot d'ordre. Nous disons à tous les étudiants du Sénégal, pas d'enseignement à l'UCAD, donc pas d'enseignement sur l'étendue du territoire national. Certains étudiants libres, d'autres toujours en prison, le collectif déplore avec la plus grande fermeté les arrestations de leurs camarades étudiants et la violence exercée sur eux. Donc nous continuons toujours dans cette lancée de plaider pour la libération
immédiate de nos frères détenus, toutes les régions. Il faut qu'ils soient libérés. Si jamais ce soir, nos frères n'ont pas libéré, demain vous verrez du feu. Pour les réformes annoncées dans le temple du savoir, les autorités n'ont posé aucun acte pour que l'université retrouve son vrai visage, d'après le collectif des amicales de l'UCAD. Les réformes ont été déposées sur la table de l'autorité depuis le mois de juillet, le 17 juillet plus précisément. Ils avaient 4 ou 5 mois pour valider ces réformes, ils ne l'ont pas fait. Et ils attendent aujourd'hui pour nous parler de ces réformes. Et il fallait aussi aujourd'hui qu'il y ait le courage de dire que ces réformes ont été proposées par les étudiants. Il s'agit d'une attente qui doit durer 60 jours. Presque 5 mois après cette fermeture, les étudiants demandent la réouverture sans délai de l'université Cheikh Anta Diop. Et pour expliquer la fermeture de l'UCAD, justement, le directeur général du COUD parle d'une défaillance dans le système sécuritaire au sein du campus social. D'après Maguette Sen, les mesures nécessaires seront prises pour assurer la sécurité des étudiants et des travailleurs du COUD. Et concernant les travaux au niveau du campus social, d'après lui, ils sont à un taux d'exécution de 70%. Le directeur du COUD était l'invité de l'émission Kenoas Kanui sur ITV. Il réagit au micro d'Elhaj Malik Sissé. Lorsqu'on est sorti de cet événement malheureux et douloureux, on ne peut pas quand même retourner au niveau du campus social en faisant fi de ces événements. Donc c'est pourquoi le conseil d'administration du COUD s'est réuni ce 20 octobre pour demander au directeur du COUD et à la direction du COUD de prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens qui doivent fréquenter le campus et aussi prendre des mesures d'assainissement, des règles d'hébergement et d'accès au campus. Donc je crois que ça, c'est des directives très claires que le conseil d'administration nous a données et nous sommes en train en tout cas de mettre en œuvre ces directives-là préalablement à toute ouverture. Il faut de nouvelles cartes du COUD qui sont basées sur les inscriptions en cours qui permet vraiment d'assainir et de s'assurer que ceux qui entrent dans ce campus-là sont réellement des étudiants. Ça, on va le faire très rapidement. Mais également, ces cartes permettront d'accéder au restaurant, de payer au niveau des restaurants. Et pour certains petits pavillons qu'on va expérimenter, ces cartes permettront d'ouvrir les chambres même des étudiants. Donc, mais le système sécuritaire aussi, ce n'est pas seulement des équipements, mais c'est les hommes. On sait que la sécurité du COUD a été défaillante le 1er juin, pas parce qu'ils n'ont pas eu le courage de faire face, si, mais parce qu'ils n'étaient pas équipés à la hauteur de la menace. Alors, qu'est-ce qui explique le retard concernant l'exécution des travaux? Bon, il faut retenir que pour les travaux, on ne pouvait pas agir après le 1er juin sans qu'il y ait l'avis de la direction de la protection civile qui a été saisie dès le 10 juin et qui a mis en branle toute la commission régionale de la protection civile. Des missions ont été effectuées au sein du campus et ce n'est que le 1er septembre qu'on a reçu le rapport de la direction de la protection civile. Rapport qui comprend des recommandations allant dans le sens de réparer certains bâtiments, de démolir d'autres. Donc c'est à partir du 1er septembre que réellement nous avons démarré à faire des travaux. Donc entre le 1er septembre et aujourd'hui, on est très avancé sur les travaux, on est à hauteur de 70%, mais il reste encore des travaux à réaliser et ça demande un tout petit peu de temps. La Fédération nationale des ferrailleurs, recycleurs et brocanteurs du Sénégal ne compte pas appliquer le protocole d'accord signé en juin dernier avec les acteurs de ce secteur. D'après elle, les usines ne sont pas en mesure d'acheter le produit. La Fédération dénonce également le silence du ministère du Commerce et demande à rencontrer le Premier ministre Amadou Ba. Les détails avec Babacar Seck. Les ferrailleurs du Sénégal ne veulent plus entendre parler du protocole signé au mois de juin dernier avec les industriels et les exportateurs. Selon eux, aucun terme de l'accord n'est respecté. Mais dans ce protocole d'accord, il n'y a que les ferrailleurs qui respectent leur engagement. Jusqu'au moment où je vous parle, comme l'a dit tantôt Pafay, l'État du Sénégal nous a contraints à charger notre ferraille et à le vendre aux industriels uniquement dans un pays où le commerce est supposé être libre. Mais dans ce même protocole d'accord aussi, il était prévu que ces industriels doivent prendre toutes sortes de ferraille, quelle que soit leur nature. Mais maintenant, prenons le cas de Metalsen qui se trouve être à Thiès. Si votre ferraille arrive là-bas et qu'il y a beaucoup de fonte, mais on vous chasse d'or avec votre chargement. Quel que soit le lieu que vous avez quitté, d'où vous venez. Il dénonce le mutisme du ministre du Commerce qui doit veiller au respect du protocole. Aujourd'hui, excusez-moi, mais nous avons en face de nous des industriels qui font du mataï.
Et comme l'a dit tantôt avec M. Kane, avec la complicité de notre ministre, M. Abdou Karim Fofana, qui est bien conscient des mots auxquels nous sommes confrontés, mais qui fait la sourde oreille aux ferrailleurs. C'est-à-dire, nous ne comptons pas au Sénégal. Nous, les ferrailleurs, nous n'avons pas de valeur. La seule chose qu'on demande aux ferrailleurs, c'est qu'ils prennent sa ferraille, chargée dans un camion et apportent aux industriels. Fini, après, il n'existe pas. Au moment où je vous parle, on vient de me montrer tout de suite un message qui vient de tomber tout de suite. Une baisse de prix concernant les aluminiums, les métaux. Et ça ne devrait pas se passer comme ça. Pourquoi? Parce que dans le protocole d'accord, il y a un comité de fixation des prix. Les ferrailleurs, brocanteurs et recycleurs souhaitent rencontrer le président de la République ou le Premier ministre pour sortir le secteur des difficultés. À partir de ce mercredi 25 octobre et pour 48 heures, Dakar accueille le Forum des armées de l'air africaines, adapter les capacités de la force aérienne et l'emploi des drones dans les conflits modernes. C'est le thème de cette deuxième édition. Plusieurs chefs d'état-major d'armées de l'air d'Afrique et plusieurs sociétés et groupes spécialisés dans le domaine de l'aviation militaire et de l'aéronautique ont participé à ce forum dont l'objectif est de combattre le terrorisme en Afrique. Explication Abraham Poulpouy. Le tarmac de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Ouakam a abrité l'exposition d'un côté de multiples avions exposés, de l'autre des stands, plus de 30 pays présents. L'Afrique prépare son avenir dans le domaine de l'aviation, surtout militaire. Écoutez les messages très forts des hommes d'expérience, des stratégistes, des acteurs de l'aviation sur la nécessité d'engager ensemble une politique d'harmonisation, de mise en état, de mise à niveau et de renforcement de capacités dans le cadre de la coopération entre les différentes forces aériennes africaines. Je salue la qualité de l'organisation. Avec ce forum, le message est clair. L'objectif des armées de l'air africaines est de lutter contre le terrorisme et de se défendre. Celle attendue de ce deuxième forum consistant à voir la corrélation entre l'emploi des forces aériennes et les nouvelles technologies, notamment portées par les drones. L'Afrique, comme vous le savez, est traversée par beaucoup de zones de turbulence, beaucoup de menaces diverses, complexes, souvent indécelables. Et nous devons à tout temps, à tout moment, avoir une armée prête à répondre aux défis auxquels elle est confrontée. Pour se faire une place dans le domaine de l'aviation dans le monde, l'Afrique mise sur la formation. La formation est un volet très important et c'est dans ce cadre que nous sommes ici aujourd'hui en collaboration avec l'École de l'air qui est notre partenaire stratégique dans ce projet de formation au métier de l'aviation civile pour assurer le renforcement des compétences de la jeunesse sénégalaise dans les métiers du transport aérien. Pendant 2 jours, Dakar accueille la deuxième édition du Forum Africa Air Force, une rencontre dédiée à l'aviation, surtout dans le secteur militaire. Il a également été question de l'utilisation des drones, les drones qui pourraient être une alternative aux avions de combat. Et selon le chef d'état-major de l'armée de l'air, le Sénégal est bien équipé. Papa Souleymane Sarr, que je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, nous nous posons beaucoup de questions dans l'aviation militaire sur les concepts même, puisqu'on avait certaines certitudes qui aujourd'hui sont largement ébranlées par l'arrivée sur le champ de bataille des drones. Les drones aujourd'hui, nous nous posons beaucoup de questions, même certains vont jusqu'à se poser la question sur l'avenir des avions de combat. Et vous savez, les drones portent des avantages que n'ont pas les avions. Déjà, vous savez, l'utilisation des avions se heurtait à l'humain. Je veux dire, l'utilisateur avait certaines limites qui limitaient en fait le développement de la technologie. Mais aujourd'hui, avec ces drones, on peut aller au-delà des limites. Ne serait-ce que le temps qu'un drone peut rester en l'air, un avion resterait difficilement en l'air pendant ce temps. Aujourd'hui, on peut utiliser des drones
qui des dizaines de personnes. Donc c'est un défi nouveau pour l'aviation militaire. L'Agence française de médicaments a explicitement interdit les principaux traitements anti-rhume, des médicaments dangereux pour la santé à l'origine de certains cas d'AVC et d'infarctus. Une alerte sanitaire qui interpelle certains Sénégalais adeptes de l'automédication et consommateurs de produits pharmaceutiques que leurs proches établis à l'étranger leur envoient. C'est un reportage de Sabel Olieva via Diagne. Cette personne âgée a l'habitude de prendre des médicaments venant de l'extérieur, surtout les vitamines, mais il vérifie toujours avant de les prendre. On pourrait dire que peut-être que ça ne manque pas des gens qui utilisent ça pour peut-être soigner quelques thérapeutiques, mais nous avons eu l'occasion d'utiliser ces médicaments à titre de complément d'aliment. Alors, je pense qu'on n'en a jamais eu de problème. Sinon, on s'est senti beaucoup mieux. Bon, c'était juste des médicaments où on a eu quand même des conseils du parent qui nous l'a envoyé, qui a eu peut-être des informations là-dessus. Surtout la vérification, on vérifie toujours avant de les consommer. À côté de lui se trouve un vendeur de matériel de seconde main. Le propriétaire des lieux, ayant vécu à l'extérieur, n'est pas pour l'utilisation de ces médicaments. Tu sais, les médicaments de l'extérieur, il ne faut pas les consommer. En même temps, il faut que les gens comprennent qu'ils doivent aller voir un médecin avant de prendre quiconque médicament. Parce que chaque médicament a des effets. Chaque médicament qu'on te prescrit a des effets. Donc si tu prends des médicaments que tu ne connais pas, ça va nuire à ta santé. Trouvé dans une boutique vendant également des vitamines et des aliments fortifiants venant de l'extérieur, ce monsieur n'y voit aucun risque. Ma femme m'apporte des médicaments comme le Doliprane ou pour la fatigue. Je n'y vois aucun danger. Au contraire, je préfère les médicaments venant de la France. J'ai vécu là-bas. Je suis conscient de leur rigueur. En France, les comprimés comme Actifed, Dolirum, Nurofen sont interdits à la vente pour des risques d'accident vasculaire cérébral. Chez nous, l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique met en garde. Bientôt, une unité aquacole à Ndiaganiao, c'est dans le département de Mbour. Ce projet qui va démarrer en 2024 est estimé à 481 millions de francs CFA pour une capacité annuelle de production de poissons de 400 tonnes. Le projet de gestion de ressources naturelles du Sénégal et l'Agence nationale de l'aquaculture ont organisé dans ce village une journée de sensibilisation. C'était en présence de nos correspondants sur place, Montaga et Mamadouba. Ce programme du projet de gestion des ressources naturelles qui concerne 8 régions du Sénégal et qui est estimé à 6 milliards de francs CFA a choisi Sassoum, un village de Ndiaganiao qui bénéficie d'une unité aquacole pour démarrer sa campagne de sensibilisation. C'est un projet qui vise la production de plus de 400 tonnes de poissons par an à travers la commune, aussi bien à l'intérieur du site qu'autour du site. Parce que l'objectif aujourd'hui étant de former à partir des centres de formation d'autres jeunes, de les accompagner à s'installer à leur propre compte. Le financement global est estimé à 481 millions de francs CFA pour la mise en œuvre de ce projet. Ce projet devra créer plus de 100 emplois directs et d'immenses opportunités pour les femmes transformatrices de poissons et marailleuses. On parle de plus de 100 emplois. Plus de 100 emplois, ce sont des salaires. Donc ça va permettre à ces bénéficiaires et ces employés d'avoir des salaires, des revenus. Mais également la commercialisation du poisson par les femmes, que ce soit le poisson frais ou transformé. Toute cette production, tous ces emplois, toutes ces activités vont quand même créer une économie locale. En plus de l'aquaculture, il est prévu dans le site une activité de maraîchage qui devra produire 400 tonnes
chaque année. Les femmes, qui sont placées au premier plan dans le cadre du mareyage et de la transformation du poisson, sont considérées dans ce projet comme prioritaires. Intéressons-nous à présent à une discipline sportive oubliée au Sénégal, le lancer de javelot. Ces athlètes, malgré leur performance en Afrique et dans le monde, souffrent énormément d'un manque de moyens. Armés de passion et de détermination, ces athlètes demandent aux autorités de leur venir en aide pour continuer à représenter leur pays. Khadija Ndabdiouf a rendu visite aux lanceurs, suivant son reportage. L'échauffement est aussi important pour avoir la force de rendre le javelot plus flexible. Avec des chaussures spéciales nommées pointe, idéales pour le moment, il est déjà sur l'aire de lancer du javelot et doit parcourir au moins 36 mètres. Le javelot, une discipline qui peine à voir son expansion au Sénégal. Les athlètes ne manquent pas, mais les moyens, oui. Bien sûr que oui. Bien sûr, il y a des bonnes gosses. Ils s'entraînent souvent ici avec moi. Mais il n'y a pas les moyens. Qu'est-ce qu'il nous faut? Les moyens. Si nous avons les moyens, tout peut se passer ici. Mais il n'y a pas de moyens. Il y avait des moyens, tout peut se passer ici. On peut former des champions d'Afrique, olympiques, du monde. Avec nos coachs là, il était là à l'INSEP. Il y a l'expérience. Mais il n'y a pas les moyens. Ouais. Il y a des athlètes, mais il n'y a pas les moyens. 12 années maintenant qu'ils s'arment de passion pour percer dans le domaine, mais aucune aide venant de la fédération ou les associations sportives pour faire évoluer ces sports au Sénégal. On dirait qu'il favorise que les coureurs que les lancers. Ouais. Pourtant, on est des champions. Moi, depuis 2012 jusqu'à présent, je suis à ma 21e titre de champion du Sénégal. Je suis champion du Sénégal javelot, poids et disque chaque année. Champion javelot, poids et disque, toutes les trois. Je suis ma vie ici là. Mais sinon, nous avons les moyens de sortir. Peut-être, ça ira mieux. Comme tout, il n'y a pas de la... Non, je ne soutiens pas. Il n'y a rien ici. On le fait seul pour l'amour, pour le plaisir. Il n'y a rien ici. Peut-être si tu as la chance de sortir au Sénégal, ça ira mieux. Mais tant que tu es au Sénégal, là, tu n'auras rien. Il n'y a rien, il y a dette, il n'y a rien. Les moyens font défaut, mais le javelot trouve quand même sa place dans l'athlétisme au Sénégal. Disons que le javelot a sa place au niveau des trois lancers, que sont le poids, le disque et le javelot. On n'enseigne pas le marteau, faute pour la sécurité. On n'enseigne pas le javelot, le marteau. Donc le javelot a sa place au niveau des trois lancers. Est-ce que ça a popularité, ça a une popularité? Oui, je peux dire que cela a une popularité parce que le javelot a toujours été connu. Dans le monde de l'athlétisme sénégalais, le javelot est souvent laissé en rade. Et pourtant, ces athlètes font pas mal de performances en Afrique et dans le monde. À la découverte de Ngaoulé, le village de la fille des eaux, Pendassar, il se trouve dans le nord du pays, un village chargé d'histoire que nous font visiter nos correspondants dans le nord, Momar Alisnian et Mokhtar Sek. Situé à 3 km de Podor, Ngaoulé est très connu à travers le monde de par son fondateur Moussa Boukari et ses prouesses. Mais Ngaoulé est également connu à travers le nom de sa fille, qu'on surnomme la fille des eaux, Pendassar Ngaoulé. Ngaoulé ko wuro subalbe nganda ko Moussa Boukari sosi dum o sosinke gandal do e maya. Ngaoulé est un village de pêcheurs qui a été fondé par Moussa Boukari. Ce dernier détenait des connaissances spirituelles surtout sur le fleuve. Dans ce village, il y a des cultivateurs, des éleveurs, mais surtout des pêcheurs. Ce village date de très longtemps et qui a vu naître Pendassar Ngaoulé, la princesse des eaux.
Moussa Bougari, grâce à ses connaissances de l'eau, voyageait sur le dos d'un caïman vers n'importe quelle destination. Penda Sarr a hérité tout son savoir de son père. C'est connu de tous, si quelqu'un avale une arête de poisson, il lui suffit juste de prononcer le nom de Penda Sarr Ngaoulé pour être soulagé. C'est une femme qui était très généreuse, qui aidait même les hommes à travers ses pouvoirs mystiques. Village chargé d'histoire, mais un village qui vit également avec plusieurs difficultés qui ont pour nom. Nous avons un collège qui n'est pas encore construit. Les élèves travaillent dans des abris provisoires. Nous avons une petite case de santé qui ne peut plus prendre en charge l'ensemble des populations et nous n'avons même pas d'ambulance pour les évacuations. Nous avons de l'eau courante, mais seules quelques maisons en bénéficient. Nous aimerions que le réseau soit étendu. Les jeunes font face à beaucoup de difficultés. Nous avons même des étudiants qui sont devenus des marchands ambulants. Le village est obscur, jusque parce que la mairie ne parvient pas à payer la facture de l'éclairage public. Notre principale activité était le maraîchage. Mais depuis 2 ans, on n'ose plus investir dans ce secteur à cause des crues répétées du fleuve. Honnêtement, les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Les fils et les filles de Ngaoulé se battent pour le développement de ce terroir mythique, mais surtout pour que ce site chargé d'histoire soit reconnu au patrimoine national culturel. Moralice Niom, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet media.sn. Bonne suite des programmes.